Kinshasa Direct, mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition d'actualité. Donc voici les principaux titres. La route Matadi dans son tronçon, compris entre le quartier UPN et la cité verte est en plein élargissement. Modernisation de la route qui n'est pas sans conséquence. La poussière s'élève à cet endroit précis, indisposant ainsi riverains et passants. Et le monde de reportage à suivre dans ce journal. Et à l'Assemblée nationale, les députés nationaux du Bandundu s'unissent comme un seul homme pour obtenir l'électrification de leur province. Ils sont allés pour se faire déposer un mémo au président de la Chambre basse du Parlement. Vous le suivrez dans ce journal. Et enfin, ouvert le lundi dernier, c'est ce mardi que s'est clôturée la 12e réunion du réseau parlementaire francophone de la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme, rencontre qui s'est soldée par plusieurs recommandations. L'essentiel de l'actualité, c'est tout de suite. Merci à vous de nous rejoindre. Je vous le disais il y a un instant, c'est donc le président du Sénat qui a clôturé ses assises de 2 jours au cours desquelles le réseau parlementaire francophone de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme s'est penché sur la lutte contre ces maladies. Ces derniers sont donc appelés à user de leur pouvoir constitutionnel. Images et commentaires. Selon un rapport de l'ONU-SIDA, le traitement annuel d'un patient vivant avec le VIH est passé des 12 000 à 200 $ américains. Ces chiffres vous paraissent encourageants, mais regardez le contraste. Malgré cette baisse, les pays francophones de l'Afrique subsaharienne, dont le taux des PVV est supérieur, contribuent faiblement à l'achat des antirétroviraux. Cette interpellation du président du Sénat lors de la clôture de la 12e réunion du réseau parlementaire francophone de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme est justifiée. Vous avez raison d'avoir créé ce réseau. Continuez votre plaidoyer. Exercez vos pouvoirs constitutionnels jusqu'à l'éradication totale des 3 maladies qui font partie de votre mandat. C'est le seul combat qui vaille la peine dans la recherche du bien-être social des populations de nos pays. Des pouvoirs constitutionnels dont fait allusion Léon Kengo sont entre autres celui d'autorité budgétaire dont disposent les parlementaires. En tant que parlementaires, nous avons l'obligation de faire attention à cette maladie en allouant des budgets conséquents pour que la République, pour que le gouvernement puisse arriver à éradiquer cette maladie et arriver à atteindre ses objectifs. Et ce sont des objectifs que l'ONU-SIDA nous dit en 30, nous devons arriver à atteindre des objectifs, les 3 objectifs 0, 0, 0, comme on l'a toujours dit et le président du Sénat l'a répété. Autre défi à relever, la lutte contre la stigmatisation et la discrimination des PVV. On a beaucoup discuté des droits humains parce que c'est vrai que les personnes atteintes du VIH-Sida ou du PALU doivent pouvoir se faire traiter, se faire soigner, qu'il n'y ait pas de stigmatisation, qu'il n'y ait pas de discrimination. Il est important que toutes les personnes puissent vraiment avoir accès au dépistage, avoir accès aux soins. Ça passe aussi par des lois nationales qui évitent toute discrimination et stigmatisation. Ça a été vraiment le fil rouge, je crois, de nos travaux durant 2 jours. C'est faire en sorte que malgré les mœurs, malgré la coutume, on fasse en sorte que toutes les catégories de population, quelles qu'elles soient et quelle que soit leur orientation sexuelle, soient traitées. La lutte contre le VIH-Sida, le paludisme sont des objectifs du millénaire pour le développement à atteindre d'ici 2015. Et si le président du Sénat a clôturé cette réunion, son collègue de l'Assemblée nationale a reçu dans la soirée de lundi dernier les députés nationaux de la province issus du Bandundu. Ces derniers sont allés déposer un mémo qu'ils ont adressé au chef de l'État pour solliciter son implication pour l'électrification de leur province. Ces images datent de plus de 2 mois. Ici, le chef de l'État a inauguré le parc agro-industriel de Bukangalonzo dans la province du Bandundu. Un projet porteur d'espoir pour la République démocratique du Congo en général et le Bandundu en particulier. Les députés nationaux originaires de cette province trouvent en ce projet une opportunité pour électrifier leur province. Ils ont été reçus par le président de l'Assemblée nationale pour déposer un mémo adressé au chef de l'État. Ces 2 opportunités présentent une occasion pour qu'il puisse être construit une ligne haute tension de 220 kV qui pourra partir de Kinshasa via le parc agro-industriel en passant par Kenge, Mazimanimba, Kikwit, Bulungu et qui puisse avoir une connexion avec le réseau Kakobola et que
d'autre part aussi, une ligne qui pourrait partir de Maluku vers Inongo, Nyoki. Ils ont donc foncé à une porte déjà ouverte. Le président a accueilli favorablement la démarche des députés nationaux. D'ailleurs, lui-même a aussi signé, en tant qu'élu de la province de Bandundu, a signé ce mémorandum. Leur souhait est l'électrification de la province, étant donné que l'électricité est un facteur majeur de développement de toute une contrée. Et de son côté, le vice-premier ministre en charge du budget n'est pas resté insensible face aux incidents qui ont prévalu à Mbanza-Ngougou dans la province du Bas-Congo où des jeunes s'affrontent depuis un certain temps. Des affrontements qui ont d'ailleurs causé mort d'hommes. Daniel Mukoko Samba est descendu sur place pour apaiser les esprits des uns et des autres. Un fils de militaire du camp colonel Ebea a trouvé la mort à la suite d'une dispute avec des jeunes de la cité de Mbanza-Ngougou, supposés être du quartier Zongo. Et depuis, la tension est montée d'un cran entre les deux groupes. Voilà qui explique la visite de Daniel Mukoko Samba à Mbanza-Ngougou le dimanche 28 septembre dernier. Fils du terroir, le vice-premier ministre, ministre du budget, qui a été rejoint par le vice-gouverneur du Bas-Congo, est allé aussitôt à la rencontre des parents du jeune décédé au camp colonel Ebea. Kanamboka justice ezali bakonzi basi bazwi likambo na maboko bakolandela ngo ndenge mibeko ya mboka esengi eloko tozosenga kimia ezala nzambe pe apesa kimia na kati ya libota oyo esi ezoki pota monene na mitema nayebi ezali likambo ya pasi. L'affaire, comme l'a laissé entendre le vice-premier ministre, ministre du budget, est prise en charge par la justice afin d'établir les responsabilités de tout un chacun. Cependant, aux jeunes du quartier Zongo incriminés, Daniel Mukoko Samba a conseillé de dénoncer toute personne qu'il considère comme infiltrée. Place à présent à l'invité du journal. L'invité du journal n'est rien d'autre que Papi Tamba, communicateur de la majorité présidentielle. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, bonsoir. Alors, nous venons ici avec vous de suivre un reportage, n'est-ce pas? Un reportage où le vice-premier ministre en charge du budget est allé, évidemment, régler un petit conflit au sein du Bas-Congo entre différents jeunes. Et vous, je le disais, vous êtes un communicateur au sein de la majorité présidentielle. Et visiblement, demain, vous comptez mener une action auprès de la Cinco. De quoi est-ce qu'il s'agit? En fait, l'action n'est pas qu'une action des communicateurs de la majorité, c'est une action des jeunes catholiques. Des jeunes catholiques, bien entendu, encadrés et soutenus par des gens qui sont épris par les soucis de voir les valeurs républicaines émerger dans notre pays. Parce que ces jeunes-là ont initié une pétition qui a recueilli pas moins de 35 000 signatures, sans compter les données qu'on peut trouver sur le net. Ils essayent de manifester un peu une sorte de mécontentement de la manière dont l'Église aujourd'hui est gérée dans notre pays. L'Église, depuis un certain nombre d'années, il y a plus d'un siècle que d'autres États avaient trouvé la solution, devrait se désolidariser des affaires de l'État. C'est-à-dire l'Église devait être au-dessus des affaires de l'État. L'Église, c'est un cadre de recueillement où des gens de tous bords, des gens de toutes tendances peuvent se retrouver au moins pour écouter la bonne parole. Même lorsque les choses vont mal, ils doivent également garder cette position. Non, vous savez, s'il faut maintenant parler en ces termes, il faut savoir que la RD Congo n'est pas le seul pays au monde. Les choses vont aussi mal peut-être ailleurs. Donc ça dit s'il faut réfléchir pas absurde. Hein. Néanmoins, l'Église s'est restée à sa place. L'Église, à travers la Cinco, et c'est ce que nous déplorons aujourd'hui, nous constatons qu'elle devient partie prenante. Parce que vous savez, lorsqu'on fonctionne dans le cadre d'une démocratie, il faut toujours se dire que les bonnes idées ne sont pas nées dans votre cerveau. On peut prétendre ou penser seul que ça se passe mal, mais peut-être il faut aussi avoir droit du regard de l'autre. Or, les regards de l'autre créent dans la démocratie ce qu'on appelle la confrontation d'idées. Mettez-vous à la place de la majorité présidentielle ou même des gens qui veulent voir les valeurs républicaines émerger dans notre pays. Devrons-nous prendre l'Église comme cible pour dire que nous allons maintenant les considérer comme étant un parti politique de l'opposition? Vous vous sentez froissé par leurs propos parce que tout remonte par là? Vous vous sentez froissé par leurs propos? Écoutez, nous sommes très froissés, il faut le dire clairement. Il faut le dire clairement parce que ils ont une mission, ils sortent de leur mission. Et aujourd'hui,
ça devient très dangereux pour la nation. Il faut regarder ce qui s'est passé en République centrafricaine. Ce qui s'est passé en République centrafricaine, c'était un jour, l'Église, d'abord catholique, a commencé à brûler les mosquées pour des raisons qu'ils pensaient positives, et les mosquées ont commencé à brûler des cathédrales. Vous savez ce qui s'est passé là-bas. Vous êtes journaliste. L'extrémisme des États musulmans aujourd'hui a amené à ce qu'un de vos collègues soit décapité. Donc, imaginons ici en RDC, pendant que l'Église prend une position défavorable à un camp, qu'il puisse y avoir une autre Église qui, de son côté, aussi prend une position favorable. Ça va être une confrontation des églises et c'est très dangereux parce que généralement, comme nous le voyons presque partout, ça crée une crise sociale, une crise sociale. Qu'est-ce que vous entendez par là, une autre église qui prend une autre position? Écoutez, l'église Kimbangis aussi peut se réveiller un jour pour dire qu'ils ne sont pour telle position. Qu'est-ce que ça fait maintenant? Qu'est-ce que ça crée au niveau de la nation? Alors clairement, qu'est-ce que vous reprochez, les propos que vous reprochez à la Senko? Nous demandons seulement à la Senko de prêcher la bonne parole, de respecter sa mission ecclésiastique. Et ça, demander cela à la Senko, c'est seulement demander à la Senko de faire la mission qui lui est dévolue. C'est une mission divine. Vous savez, c'est ici le lieu pour moi de citer par exemple un grand homme, c'est un grand homme dédié américain, qui une fois l'avait déclaré publiquement que lui étant républicain, c'était sous la gouverne de Bill Clinton. Il a dit que moi je n'aime pas les démocrates et je n'aime pas aussi Bill Clinton, je n'aime pas sa politique. Mais en tant que le président des États-Unis d'Amérique, la Bible me donne l'obligation de prier pour lui. On ne peut prier pour celui qu'on aime. Je pense que la Bible que nous lisons tous nous demande de prier pour des gens qui sont investis, des gens qui ont les pouvoirs temporels. C'est ce que la Bible nous recommande lorsqu'on est à l'église. La Bible ne nous demande pas de commencer à faire la politique. Sinon, vous savez, qu'est-ce que nous allons faire si cela continue? La majorité aussi va se ranger, la majorité va prendre des positions. Et si nous prenons position, en considérant la Senko comme étant un parti politique, je ne pense pas qu'il puisse avoir la fibre et la carie des gens de l'IDPS ou de l'INC pour savoir suivre les débats politiques. Parce qu'à ce moment-là... Vous le pensez clairement? Je le pense parce que, vraisemblablement, chez eux, selon les fonctionnements, nous sentons qu'il y a une direction qui n'aime pas la contradiction. Or, ce n'est pas ça la politique. Avec nos amis de l'IDPS, c'est un débat citoyen. Nous débattons. Avec nos amis de l'INC, nous débattons. Peut-être qu'il y a des petites piques entre nous. C'est un peu ça la politique. Je ne pense pas que ça blesse certaines sensibilités, mais il ne faudrait pas qu'un homme en soutane, qui pense qu'on n'a pas le droit de dire certaines choses à son encontre, et peut-être avec raison, mais il ne faudrait pas qu'il crée les conditions pour qu'un jour qu'on puisse les considérer comme un adversaire et puis l'attaquer. Alors vous avez comme l'impression que la Senko, dans leurs derniers propos, justement, on le sait, s'agissant de la révision constitutionnelle, a pris position ou carrément plutôt un avertissement contre cette révision. Non, nous ne comprenons pas les choses de cette manière. Place de la Constitution. La Senko qui pensait, selon sa propre appréciation, que cette constitution était favorable au chef de l'État, la Senko a pris position contre. La position a même demandé aux députés de première heure, c'est-à-dire aux députés de la première mandature dans notre pays, de réviser cette constitution. Ce n'est pas l'humble papier Tambassi les plateaux qui le dit. Allez dans les annales de la Senko. Aujourd'hui, que la Senko estime encore, selon sa propre appréciation, que ces textes seraient défavorables encore au chef de l'État, ils deviennent pour un texte pour lequel ils étaient contre il y a quelque temps. Ça montre qu'il y a plus de sincérité dans la démarche. Donc nous avons affaire à un corps de gens qui aujourd'hui, ces corps de gens, ils veulent prendre toute l'Église catholique en otage, mais ils veulent régler des comptes avec un individu. Et là, ça nous dérange. Vous savez, le débat sur la révision de la Constitution, c'est un débat qui a été initié, c'est un débat que nos amis de l'opposition ont même... ils en ont fait à un certain moment un cheval de bataille. Ça ne nous a jamais dérangé. En tant que des hommes politiques, nous en débattons. Même si vous me posez n'importe quelle question par rapport à ça, je répondrai selon ma propre conviction, selon ma propre lecture. Vous prêchez pour votre propre chapelle alors. Quelle est l'action que vous allez mener demain concrètement? Demain, comme je vous ai dit, nous irons aux nonces apostoliques. Parce que il n'y a pas longtemps, nous avons senti une sorte de manque de clarté dans la déclaration de la Senko. Si je dis manque de clarté, c'est-à-dire par rapport au texte, ils ont fait une omission volontaire. Le texte qui a été lu par le pape François Ier, qui aujourd'hui commence à créer une sorte de rupture dans certaines pratiques au sein de l'Église catholique. Parce qu'il faut rappeler ici qu'il n'y a pas plus d'une semaine que lui-même personnellement a donné l'instruction et l'ordre qu'il soit déféré devant la justice un homme de l'Église, un prélat qui était accusé d'attouchement sexuel. Fait rare dans cette institution pendant des années. Donc le pape François est en train de stimuler une nouvelle donne, est en train de créer une sorte d'émergence de nouvelles valeurs au sein de cette Église. Il a clairement demandé à nos évêques de rester dans leur mission ecclésiastique sans
s'est mêlée dans la conduite des affaires de l'État. La Cinco qui sort, la Cinco viole ses principes, viole notre constitution, et nous pensons qu'il est temps que les papes de nouveau les ramènent à la raison. C'est pourquoi nous avons initié, tous ensemble avec des jeunes catholiques, nous avons initié cette pétition. La pétition sera déposée à l'ambassadeur du pape de notre pays, les nonces apostoliques, avec un mémorandum, on voit tout à fait, pour que nous puissions de façon totalement démocratique et libre porter les faits à sa connaissance. Papi Tamba, je rappelle que vous êtes communicateur de la majorité présidentielle. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Ce journal se poursuit. Direction à présent à l'Assemblée provinciale du Nord Kivu. S'est ouvert ce mardi la session parlementaire du mois de septembre. L'insécurité devenue récurrente au Nord Kivu a été dénoncée ce mardi par le président de l'organe délibérant en province dans son discours d'ouverture de la dite session qui sera essentiellement budgétaire. Cérémonie qui s'est déroulée en présence du vice-gouverneur Feller Loutachi-Roy et d'autres ministres du gouvernement au provincial. Patrick Sellois. Malgré les semblants de paix au Nord Kivu, le speaker de l'organe délibérant, Jules Hakizumami, fustige l'insécurité qui ne cesse de faire des victimes par-ci par-là en province. Outre les carmes apparents observés sur l'ensemble de la province depuis la mise en déroute des éléments du M23 et ceux de ADF Nalu, dont l'opération de traque se poursuit, il faut déplorer la recrudescence de la criminalité en milieu urbain, notamment dans la ville de Goma où des cas de tuerie sont fréquemment enregistrés dans différents quartiers et où les victimes se comptent désormais dans toutes les couches de la population, y compris parmi les agents de l'ordre. Les milieux ruraux ne sont pas épargnés par ces fléaux, où œuvrent des hommes en armes qui continuent d'insécuriser la population dans les villages, tout comme sur les axes routiers, où les passagers sont pillés, tués et enlevés dans l'objectif de réclamer des rançons auprès des membres de la famille des victimes. L'activisme de groupes armés dans les territoires de Walikale et de Massissi, ainsi que dans le sud du territoire de Rubero, mérite également d'être signalé. Eu égard aux exactions et autres violations de droits humains que ne cessent de perpétrer les éléments Maïmaï, toutes tendances confondues, et les éléments FDLR qui refusent de rentrer dans leur pays d'origine. Le président de l'Assemblée provinciale en appelle à la responsabilité de chaque député pour lutter contre cette insécurité. La responsabilité qui incombe aux députés provinciaux que nous sommes est telle que nous ne devons pas nous limiter aux seules dénonciations du mal, mais nous devons plutôt nous joindre aux efforts du gouvernement central et provincial de sensibiliser nos compatriotes à se désolidariser des forces négatives encore présentes dans nos circonscriptions respectives, afin de les dissuader de poursuivre leurs activités macabres. Notons qu'au cours de cette session essentiellement budgétaire, l'Assemblée provinciale compte donner au gouvernement provincial un budget pouvant répondre aux besoins primaires de la population. Et revenons à Kinshasa, plus précisément au quartier Banounou dans la commune de Matete où certains habitants de ce coin semblent, vous allez le voir vous-même par ces images, ne pas vouloir prendre soin de leur quartier. Les déchets ordures ménagers sont jetés sous le pont. Conséquence, l'endroit est érigé en une décharge publique et les reporters se sont rendus sur les lieux pour faire le constat. Cette rivière bourrée d'ordures que vous apercevez est simplement le résultat de l'incivisme. Située à moins d'un mètre du boulevard Lumumba dans la commune de Matete, elle crée un contraste à cause de la saleté qui déborde, dégageant une odeur nauséabonde et peut même être à la base de certaines maladies. La cause principale, c'est d'abord les habitants de ces quartiers qui viennent à tout moment jeter leurs ordures ici. Mais aussi, les Chinois qui ont construit ce pont devaient bien l'encadrer, de sorte que les gens n'y jettent pas leurs ordures. Vous verrez même la nuit, les gens traversaient le boulevard pour venir jeter leurs ordures. C'est ce qui fait que le pont est rempli de saleté. Pour les habitants du quartier Banounou 2, la responsabilité est partagée. J'avertis les autorités de faire quelque chose avant le retour de la pluie parce que ce quartier risque d'être inondé car tous les caniveaux de ce coin se déversent sur cette rivière. Je demande aux autorités urbaines d'imposer une discipline sur ce site en y mettant même des policiers afin de faire payer les amendes aux inciviques qui jettent leurs ordures. Comme ça servira de leçon aux autres. Je crois qu'il faut interpeller conscience. Nous osons croire que le son de cloche est arrivé auprès des autorités compétentes pour une bonne gestion des ordures et immondices dans la ville afin d'épargner la population des risques multiples causés par ces derniers.
Et ici, au quartier Banounou, ce sont les ordures qui ornent les alentours du pont nouvellement construit. Sur la route Matadi, par contre, dans la commune de Ngaliema, c'est la poussière, elle, qui dérange les habitants de ce coin, compris dans son tronçon entre le quartier UPN et la Cité Verte. Les travaux de modernisation de la route semblent pour l'instant laisser la population de cette contrée en souffrance, puisque la population indispose, passants et habitants. Reportage. Ces personnes ici sur ces images portent des casques non pour se protéger contre une quelconque épidémie, mais plutôt contre la poussière qui s'élève ici sur la route Matadi, compris dans son tronçon entre l'arrêt UPN et la Cité Verte. La modernisation a un prix, mais seulement ici la joie à venir fait payer plus fort sur la santé des riverains. Passons, habitants du coin, véhicules, rien ni personne n'est épargné. Tout est imbibé de la poussière, difficile de passer dans ce coin sans en avoir les marques. Même l'intérieur des maisons approximatives ne sont pas épargnées. Ils devraient normalement déverser de l'eau sur la grande route 17 hommes, chose qu'ils n'ont pas fait jusqu'à ce jour. L'intérieur de la maison et tous les meubles sont pleins de poussière. Toute la maison est pleine de poussière. Nous avons même attrapé un rhume et autres maladies. Qu'ils viennent rapidement y mettre le goudron. Sans se risquer de décrire les énormités des microbes que renferme cette poussière, les infections respiratoires et autres sont à craindre. Même ce semblant de protection de nourriture laisse à désirer. Le restaurant de fortune dit Malewa, tout est fait avec la poussière. De la cuisson à la vente jusqu'à la dégustation. Difficile de vendre à cause de la poussière. Jusqu'à ce jour, ils n'ont pas encore mis les goudrons sur la route. L'endroit est plein de poussière. Nous ne savons même pas comment servir nos clients. Pourtant, ce genre de travaux devrait être accompagné des mesures de protection environnementale pour protéger la population d'éventuels risques de maladies. À savoir, un véhicule qui pourrait jeter régulièrement de l'eau sur cet axe. Espérons peut-être que la pluie fera le travail à la place des personnes concernées. Et repartons en province, précisément à Béni où s'ouvre demain le procès des présumés assassins du général Mamadou Moustapha Ndala, un procès qui s'ouvre 9 mois après son assassinat et une dizaine de personnes vont comparaître en accusés. Erika Smoussier, notre correspondant dans la région, nous donne plus de détails à ce sujet. C'est à 9h locale que la bataille juridique débutera à la tribune du 8 mars en face de l'hôtel des villes. Elle opposera le ministère public à plus ou moins 10 présumés assassins aux côtés d'environ 47 témoins et renseignants. Le premier président de la Cour militaire opérationnelle au Nord Kivu confirme la tenue de ces audiences publiques. Nous sommes venus pour examiner le cas des présumés auteurs de l'assassinat du général Mamadou et de ses 2 gardes du corps. Ça démarre le mercredi le 1er octobre à 9h. 18 séries d'audiences sont prévues par cette forte délégation militaire, poursuit cet officier supérieur des FARDC. Le temps que ça va prendre, mais sinon nous avons prévu 18 audiences. C'est moi-même, le colonel magistrat Joseph Mokabu, le premier président de la Cour militaire opérationnelle du Nord Kivu. De son côté, le maire de Béni, président du comité de sécurité, appelle toute la population de sa juridiction à venir participer à ces audiences pour qu'équivoque soit levé. La situation qui s'est posée autant de questions autour de la mort de Madou qui était devenue presque comme une énigme. Elle est appelée à venir assister massivement pour que Rappelons que le général à titre posthume Mamadou Moustapha Ndala avait été tué dans une embuscade en ville de Béni dans la réserve d'Engadi il y a environ 8 mois. Et toujours à ce sujet, Emmanuel Kabengele, coordonnateur national du réseau pour la réforme du secteur de sécurité et justice en mission de travail dans le Nord Kivu, interrogé ce mardi par notre permanent dans la région, plaide lui pour l'établissement de la vérité judiciaire dans ce procès. Ce dernier salue toutefois l'ouverture de cette audience après 9 mois de silence sur cette affaire.
Notre problème, c'est que la justice fasse son travail. Vous savez que lorsqu'il y a une procédure judiciaire qui est enclenchée, c'est de l'établissement progressif d'une vérité judiciaire. Parce que jusque-là, on a encore la vérité des rumeurs, on a encore la vérité des spéculations. Nous, on a besoin que nous établissent une vérité judiciaire et sur laquelle nous pouvons nous greffer. Nous, ce que nous voulons, que ce soit un procès qui réunit toutes les conditions pour que ce soit un procès équitable, et nous sommes regardants par rapport à cela, parce que vous savez que Mamadou, c'était un assassinat et ça doit se suivre judiciairement. Est-ce que vous croyez au moins à ces procès? Malheureusement, je ne suis pas un prophète. Je fais le droit, ça ne m'amène pas à faire de la prophétie. C'est un procès qui commence. Bon, j'espère que les vérités se sauront au fil de temps. Mais l'essentiel pour nous, c'est que au moins c'est une initiative qui commence. C'est déjà une initiative à encourager. À opérer en commettant des crimes. On en veut pour preuve les récents commis dans cette partie du pays, ce qui inquiète d'ailleurs la population de la contrée. Depuis Butembo, notre permanent dans la région, Patrick Kitema. Les habitants de ce coin sont victimes de plusieurs atrocités causées par ces inciviques. Plusieurs hommes ont été enlevés, les femmes sont violées, les biens ainsi que de bêtes de la population ne sont pas épargnés dans cette jungle où les FDLR et Maïmaï sont acteurs principaux. Dans les localités de Manguea, à l'ouest de Njiapanda, ce sont les FDLR qui s'imposent alors qu'à Bilulu, comme à Mabouo, les Maïmaï Simba extorquent et inquiètent la population. Selon nos sources, une panique générale sévit dans différentes parties de la collectivité secteur de Bapere territoire de Lubero. Par ailleurs, la carrière minière de Lukayayo a été attaquée le 27 septembre 2014 par le Maïmaï Simba. Ceux-ci ont systématiquement pillé tout ce qui intéressait leur habitation, même leur compte plusieurs personnes prises en otage. Jusqu'aujourd'hui, personne ne sait dire où exactement elles ont été amenées. Dans leur opération, ces malfrats ont égorgé sur place 2 personnes identifiées comme orpailleurs ou exploitants artisanaux dans ces carrières minières. Face à cette situation, le président de la société civile en collectivité secteur de Bapere, M. Azanga Petemako Tiroki, lance un SOS aux autorités en charge de la sécurité de leur venir en aide. Patrick Kitema, Butembo, Biwan. Voilà, mesdames et messieurs, 30 minutes ont suffi pour vous informer. Je vous retrouve demain, même chaîne, même heure, avec le même plaisir. Entre-temps, l'actualité est également continue sur notre site internet www.bone-tv.com.